Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette émission que nous enregistrons, une fois n'est pas coutume, à Lille. C'est dans un endroit sympathique et chaleureux qui s'appelle la Leuc. Voilà, nous y voici à Lille. Notre invité aujourd'hui, c'est Ugo Paletta. Bonjour Ugo, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes sociologue, vous êtes maître de conférence à l'Université de Lille, co-directeur de publication de la revue en ligne Contretemps, et je peux dire sans trop prendre le risque de me tromper que vous êtes un spécialiste de l'histoire et de l'actualité du fascisme et de l'extrême droite. Vous faites aussi partie de l'Observatoire français de l'extrême droite et vous animez une série de podcasts consacrés aux questions du fascisme et de l'antifascisme. Cette série de podcasts, elle s'intitule Minuit dans le siècle et elle est disponible en ligne sur la plateforme Spectre. Voilà, rapidement, ça c'est pour brosser votre présentation entre de multiples autres choses. Alors, pour commencer, vous avez publié en 2022 un ouvrage aux éditions textuelles, que voici, La Nouvelle Internationale Fasciste. Je voudrais pour commencer que vous nous expliquiez ce que c'est pour vous que cette internationale fasciste, votre définition à vous. Alors c'est une idée qui peut faire peur, notamment l'idée qu'il y aurait une sorte d'organisation mondiale avec une direction qui donnerait des ordres à des partis fascistes dans le monde entier. Bon, faut pas le voir comme ça. La nouvelle internationale fasciste, c'est en quelque sorte une manière pour moi d'insister sur le fait que les extrêmes droites ne sont pas étanches les unes par rapport aux autres. Ce ne sont pas des organisations qui simplement naviguent dans des contextes nationaux qui seraient séparés totalement les uns des autres. C'est insister sur les circulations, sur les échanges, sur les formes d'imitation, sur les coordinations également de l'extrême droite au plan mondial ou des extrêmes droites qui par ailleurs ont chacune des spécificités évidemment nationales mais aussi continentales. Les extrêmes droites latino-américaines ne sont pas les extrêmes droites européennes, mais elles s'organisent, contrairement à ce qu'on imagine, elles ne restent pas dans leurs frontières nationales, elles s'organisent à l'échelle internationale, elles font circuler des idées, des mots, des affects, des images, des symboles, des tactiques, notamment par exemple sur les réseaux sociaux. Alors, histoire de bien comprendre ce dont on parle ensemble aujourd'hui, Ugo, je voudrais que vous nous donniez votre définition à vous du fascisme et de l'extrême droite. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous en avez donné une définition un peu différente? Alors d'abord, dans l'extrême droite, je dirais que c'est une famille dans laquelle on va retrouver différentes branches. Au XXe siècle, pour l'essentiel, je dirais qu'il y a eu essentiellement deux variétés d'extrême droite. La variété fasciste et la variété militaire. Bon, par exemple, ceux qui font le coup d'État il y a 50 ans au Chili contre Allende et contre la gauche et contre le mouvement ouvrier, c'est la variété militaire, l'extrême droite militaire, qui par ailleurs va s'allier à l'extrême droite fasciste chilienne, qui était organisée dans une organisation qui s'appelait ironiquement, patrie et liberté. Bon, on a vu ce qu'il en était de la liberté dans la dictature chilienne. Dans la variété fasciste, il y a l'idée qui est en partie commune par ailleurs à l'extrême droite militaire. Il y a cette vision du monde qui est faite, je dirais, et qui caractérise bien le fascisme, alors, qui est faite à la fois d'obsession du déclin, de la décadence, notre nation française, belge, allemande, argentine, est en pleine phase de décomposition, de décadence, il faut la sauver, etc. Qui est faite également de paranoïa, je dirais, civilisationnelle et raciale. Pourquoi est-elle en décadence, cette nation ou cette civilisation ou cette race dans la variété nazie? Eh bien, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés, trop de minorités, les juifs, les musulmans, etc. Et puis, cette vision du monde fasciste, qui va s'incarner dans des mouvements, dans des organisations, mais aussi dans des régimes, elle est faite d'une haine de l'égalité et de tous les mouvements qui portent l'égalité, que ce soit le mouvement syndical qui porte l'égalité de classe, ou en tout cas le combat contre les inégalités de classe sociale, mais aussi la haine de l'égalité raciale, la haine de l'égalité de genre, la haine de l'égalité selon l'orientation sexuelle. Donc, les extrêmes droites sont évidemment farouchement hostiles à l'ensemble de ces mouvements qui portent l'exigence d'égalité. Et puis, dernier élément de cette vision du monde fasciste qui va s'incarner, je l'ai dit, dans des régimes, c'est l'idée que pour sauver la nation, pour sauver la civilisation, pour sauver la race, dans l'imaginaire évidemment des fascistes, il faut purger, il faut épurer la nation, il faut épurer la civilisation européenne par exemple, des éléments qui l'empêcheraient de rester elle-même, de rester fidèle à ses racines, à son essence, qui l'empêcheraient de retrouver sa grandeur. Make America Great Again, rendre à l'Amérique sa grandeur, c'est ça, c'est que si on était débarrassé des fauteurs de troubles, des minorités qui sont tyranniques, eh bien la nation pourrait retrouver sa grandeur. Et ce schéma-là, idéologique, on le retrouve dans l'ensemble des extrêmes droites en réalité au plan mondial. En 2018, vous avez publié un autre livre qui s'intitule « La possibilité du fascisme ». Est-ce qu'aujourd'hui, Ugo Paletta, on peut dire que le fascisme dans de nombreux pays
n'est plus seulement une possibilité, malheureusement, mais qu'il est devenu une réalité, en fait, et que la tendance ne fait que s'accélérer. Alors, la tendance s'accélère au sens où les extrêmes droites au plan mondial, qui ont différentes origines, hein, certaines organisations sont des vieilles organisations, comme le Front National, devenu Rassemblement National, ou le FPE autrichien, par exemple, mais vous avez des organisations qui sont tout à fait récentes. Par exemple, l'organisation de Javier Milei en Argentine, qui vient de conquérir le pouvoir aux dernières élections, l'AfD allemand, Chega au Portugal, etc., sont des nouvelles organisations. Bon. Mais vous avez donc une montée de ces extrêmes droites au plan mondial, indéniablement, et vous avez par ailleurs un durcissement autoritaire d'une bonne partie des États de ce monde, y compris quand les extrêmes droites ne sont pas au pouvoir. Parfois, c'est la droite, même parfois le centre-gauche, etc., qui mènent des politiques de durcissement autoritaire, etc. Est-ce que nous sommes face à des régimes fascistes ? Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a toute une série de régimes autoritaires qu'on appelle parfois des démocraties illibérales qui connaissent à l'évidence des processus de fascisation depuis, alors selon les pays, depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans. Alors je pourrais en mentionner quelques-uns, hein, souvent d'ailleurs en lien avec des conflits territoriaux, voire des guerres. Alors la Russie de Poutine, qui était clairement un régime autoritaire il y a déjà une dizaine d'années, mais qui, notamment au travers de ce qui se joue en Ukraine, connaît un processus de fascisation. On pourrait mentionner Israël, où on a clairement un régime non seulement autoritaire, mais qui a aussi un régime d'apartheid, par ailleurs, vis-à-vis des Palestiniens, qui connaît notamment à travers la guerre menée à Gaza contre sa population un processus de fascisation, à mon sens, mais qui, par ailleurs, procède d'une temporalité plus longue. On pourrait mentionner la Turquie de Erdogan, qui, par ailleurs, est allié avec l'extrême droite fasciste depuis longtemps en Turquie, et qui connaît aussi, son régime connaît un processus de fascisation depuis un moment, notamment dans le conflit avec les Kurdes, enfin le conflit, dans les attaques qui sont menées contre le mouvement kurde. Donc voilà, donc on a effectivement ce processus de fascisation qui s'exprime dans toute une série de pays, et que, je pense, qui est aussi à l'œuvre dans une société comme la France, et à travers la politique qui est menée, notamment depuis le milieu des années 2010, et qui voit cette confluence entre des mesures de plus en plus autoritaires et une répression de plus en plus brutale, notamment des mouvements sociaux, mais également la mise à l'index des minorités, et en particulier de la minorité musulmane. Je reviens à ce que vous appelez l'internationale fasciste. À quel niveau de structuration est-elle et comment peut-on mesurer le danger qu'elle représente, à votre avis ? On le mesure à travers, je dirais, ne serait-ce que les scores électoraux des organisations d'extrême droite. On le mesure également à travers les mesures qui sont mises en œuvre par des gouvernements d'extrême droite. Que ce soit par exemple Orban, que ce soit en Italie le gouvernement de Meloni, et en réalité le gouvernement de l'ensemble des droites italiennes, Forza Italia, Lega et Fratelli d'Italia. Et donc il y a toute une série de pays où on peut déjà mesurer l'avancée de cette internationale fasciste. Le degré de structuration, je dirais que, je ne pense pas que l'extrême droite va s'organiser comme une organisation pyramidale à l'échelle internationale. Je n'y crois pas, avec un centre ou une direction, etc. Elle se structure d'une certaine manière, de manière beaucoup plus rhizomatique, en quelque sorte horizontale, à travers des échanges de plus en plus serrés, de plus en plus forts entre ces extrêmes droites. Ces extrêmes droites, par ailleurs, qui ne sont pas que des organisations politiques, ce sont aussi parfois des cénacles intellectuels, ça peut être des figures, des youtubeurs, ça peut être ce que vous voulez, des influenceurs d'extrême droite, mais qui vont participer en quelque sorte d'une constellation mondiale. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, le mot d'ordre était le fascisme et ses horreurs, plus jamais ça. Pourtant, force est de constater qu'il est toujours bien là. Comment le fascisme a-t-il réussi à survivre et à se transformer au point d'attirer aujourd'hui autant de personnes partout dans le monde ? Alors effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, le fascisme, ou le nazi-fascisme, comme on l'a parfois appelé, puisque les deux régimes fascistes italiens et fascistes allemands, nazis, étaient en alliance, les extrêmes droites ont été en quelque sorte condamnés à la marginalité pendant plusieurs décennies. Comment ça s'est passé ? Je dirais que d'abord, il y a des pays dans lesquels, notamment l'Italie, l'extrême droite n'a jamais disparu totalement du paysage politique. En Italie, il y avait ce mouvement social italien, le MSI, qui obtenait des scores électoraux non négligeables et restait une force militante. Et puis, vous avez des pays comme la France et l'Autriche, notamment en Europe, où l'extrême droite a connu une renaissance assez tôt, en réalité, dès les années 80, sous la forme d'organisations créées dans les années 50, 60, 70, mais qui pendant un temps ont été groupusculaires, comme le Front National en France, mais qui sont parvenus, dans des contextes de crise sociale et politique, à émerger
grâce notamment, par exemple en France, à un porte-parole qui était particulièrement habile dans le débat public, dans le débat politique, et par ailleurs qui a été poussé en quelque sorte à la fois par les circonstances, mais aussi par des forces politiques qui y trouvaient peut-être leur intérêt. Je pense au Parti socialiste qui, dans les années 80, trouvait que ça pouvait être utile d'avoir le Front National pour diviser les voix, l'électorat de droite. Bon. Et puis, si vous voulez, au fil des décennies, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, les politiques néolibérales produisant leurs effets dans tous les pays, en quelque sorte, et des effets de déstructuration du corps social, de mise en concurrence, eh bien, ont favorisé l'émergence progressivement, à des rythmes différents, d'organisations politiques ou favorisé la montée d'organisations d'extrême droite qui pouvaient être déjà là, être assez anciennes mais être groupusculaires, et favoriser leur ascension dans les champs politiques de chacun des pays d'Europe, si bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pays d'Europe dans lequel il n'y a pas une extrême droite électoralement forte. Peut-être la Wallonie est le seul exemple d'une région significative qui en Europe ne connaît pas de force d'extrême droite puissante électoralement. Alors, on va aussi parler de la Wallonie dans un deuxième temps. Sur le fond, vous écrivez que le fascisme est donc, je vous cite, à nouveau une force politique tendue vers un objectif, et que cet objectif est de briser tous les projets et mouvements d'émancipation pour renforcer aussi toutes les hiérarchies et les dominations et consolider ainsi le capitalisme racial et patriarcal. C'est ça, à votre avis, l'objectif premier de l'extrême droite ? Alors, il y a pas mal de choses. Alors, l'objectif des dirigeants d'extrême droite, c'est parfois simplement le pouvoir. Ce sont des gens qui, pour une bonne partie d'entre eux, sont dévorés par l'ambition de parvenir au pouvoir. C'était le cas déjà d'une bonne partie des fascistes de l'entre-deux-guerres, en particulier Mussolini, dont l'objectif était essentiellement de parvenir au pouvoir par tous les moyens, y compris en mettant de côté toutes les idées qui l'avaient motivé antérieurement. Il est passé de anticlérical à faire une alliance avec le pape, de anti-monarchique à faire une alliance avec le roi, à bazarder l'ensemble des idées qui avaient pu être les siennes au tout début de sa carrière politique pour parvenir au pouvoir. Alors, il y a cette dimension-là qu'il ne faut jamais oublier, ce sont des opportunistes qui veulent accéder au pouvoir. C'est assez régulier, en effet. Voilà, bon, mais ce n'est pas les seuls, par ailleurs. Évidemment, dans le reste du champ politique, on a aussi ce type de personnages. Alors, ce qui les singularise, effectivement, c'est que, contrairement à leurs grandes prétentions quand ils ne sont pas au pouvoir, c'est-à-dire de représenter les petits, les petites gens, les classes populaires, voire les ouvriers, les travailleurs, etc., quand ils sont au pouvoir, jamais ils ne mènent une politique, disons, satisfaisant réellement les intérêts fondamentaux des classes populaires. Jamais. Ils consolident effectivement le capitalisme, ils consolident en réalité le pouvoir des classes dominantes, des classes possédantes, dans des circonstances de déstabilisation sociale et politique où les capitalistes ou les classes possédantes ont besoin d'eux justement pour reconsolider les choses. C'est ça, on reste dans les intérêts privés au détriment de l'intérêt général de toute façon. Par contre, ce qui les singularise sans doute d'autres forces politiques qui peuvent aussi avoir ce rôle dans d'autres circonstances historiques, c'est que l'idéologie fasciste, je l'ai dit tout à l'heure, est fondée en grande partie sur une haine de l'égalité et une sorte d'amour de la hiérarchie ou de volonté de restaurer, de leur point de vue en tout cas, des hiérarchies naturelles qui auraient été contestées, donc notamment la hiérarchie de genre. Il faut savoir qu'on l'oublie souvent, mais la dictature par exemple fasciste italienne ou les dictatures fascistes italiennes ou allemandes ont été des dictatures brutalement patriarcales. Évidemment de consolider, de renforcer les hiérarchies raciales jusqu'à des procédés génocidaires, tels qu'on l'a vu dans l'entre-deux-guerres, et notamment dans le cadre du génocide des Juifs d'Europe, mais aussi des Roms, mis en œuvre par les fascistes allemands. Donc voilà, ça c'est inhérent en quelque sorte à leur projet. C'est pas juste anecdotique ou accidentel, les mesures contre les minorités ou les guerres génocidaires, etc. C'est quelque chose qui est consubstantiel aux idéologies et aux forces d'extrême droite. Alors, quels sont les ressorts, les mécanismes de l'extrême droite ? Plus précisément, sur quel terrain se développe-t-elle en général et singulièrement ces dernières décennies ? Alors, elle se développe, je dirais, sur, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais sur, je dirais, la déstabilisation du corps social. Et si on prend le cas du néofascisme ou des forces d'extrême droite d'aujourd'hui, les forces contemporaines, elle se développe sur le terrain de, je dirais, 40 ans de politique capitaliste qui ont notamment intensifié la concurrence sur le marché du travail, intensifié la concurrence entre les travailleurs salariés,
qui a mené à l'augmentation du chômage, de la précarité, de ce qu'on appelle parfois l'insécurité sociale. Et ça, c'est de manière assez évidente un moteur pour le racisme, sous une forme qui n'est pas le racisme idéologique de Zemmour ou d'autres, qui est la xénophobie anti-immigré. L'immigré, c'est celui qui va piquer mon boulot. Les minorités, c'est ceux qui refusent d'aller travailler, qui refuseraient d'aller travailler et mettraient en péril l'état social, etc. Bon, donc c'est vraiment l'immigré comme menace pour ma condition, etc. Donc ça, de manière assez évidente, dans une société où il n'y a pas de chômage, dans une société qui est stabilisée socialement, ces idées xénophobes-là ont beaucoup moins d'attrait. Elles en ont beaucoup plus dès lors que augmente le chômage, la concurrence pour avoir les boulots qui restent, quoi, et dans une situation où progresse l'insécurité sociale. Alors il y a d'autres choses. Les politiques de libre-échange, par exemple, elles n'ont pas... elles ont créé d'une certaine manière une classe ouvrière mondiale. Capitalisme chinois, on voit une bonne partie des choses que l'on achète sont produites en Asie, par exemple. Bon, donc il y a de fait un capitalisme qui est mondial, avec une classe ouvrière qui est mondiale, mais ça n'a pas provoqué en quelque sorte une homogénéisation subjective, c'est-à-dire cette classe ouvrière mondiale ne se connaît pas en tant elle n'est pas consciente d'elle-même en quelque sorte. Bon, et au contraire, les politiques de libre-échange, qui sont de fait des politiques de mondialisation du capital et de mise en concurrence des peuples entre eux et des travailleurs entre eux, des classes ouvrières ou des classes travailleuses de chacun des pays, vont plutôt favoriser des réactions nationalistes, xénophobes, disant nous plutôt que eux, nous avant eux, et qui vont donner encore un attrait aux forces qui, dans les différents pays, se proclament nationalistes. Et puis, dernière chose, c'est que les politiques de déstructuration industrielle, qui ont mené à la fermeture des grandes concentrations ouvrières, des grandes usines dans lesquelles se retrouvaient des milliers, voire des dizaines de milliers d'ouvriers qui, du coup, étaient mis en relation. Les solidarités qui allaient avec. Oui. Avec toutes les solidarités, évidemment, qui allaient avec. Et puis, tout ce qui a progressé à la place, en quelque sorte, la sous-traitance en cascade, la déstructuration des horaires de travail, des collectifs de travail, fait qu'effectivement, les solidarités de classe sont beaucoup moins présentes, beaucoup moins fortes, sur les lieux de travail en particulier, mais aussi sur les lieux de vie. Et donc, ça favorise, si vous voulez, à la fois le repli sur soi, des formes de sauve-qui-peut individualistes, mais aussi des formes de repli sur des solidarités autres, et en particulier sur des solidarités, je dirais, nationales raciales. On va plus dire... En fait, la question, c'est qui est le nous ? C'est qui nous et c'est qui eux ? Donc, d'une certaine manière, c'est quel est le groupe qui porte notre intérêt collectif ? Est-ce que c'est nous les travailleurs, nous les ouvriers, nous machin, ou nous les Belges, ou nous les Français, nous les Flamands, nous les Wallons, ou nous les Allemands, versus les étrangers, les musulmans, ou je sais pas, Donc là, il y a la question de avec qui on fait corps, en quelque sorte. Et de manière assez évidente, les transformations du capitalisme sur 40 ans favorisent plutôt la montée des solidarités nationales raciales ou des replis nationalistes et racistes. Alors, un mot sur la situation française, si vous voulez bien. Et ce qui ressemble, en tout cas vu de l'extérieur, ce qui ressemble depuis des années à l'irrésistible ascension du Front National devenu Rassemblement National. Je voudrais votre analyse de ce qui se passe ces dernières années et singulièrement sous la présidence d'Emmanuel Macron, avec une évidente banalisation, me semble-t-il, progression des idées d'extrême droite. D'une certaine manière, si on voulait écrire un manuel pour favoriser la montée de l'extrême droite, il faudrait s'inspirer de tout ce qu'a fait Macron et antérieurement de tout ce qu'a fait Hollande avec Manuel Valls. C'est-à-dire la mise en œuvre de politiques que je viens de décrire qui accroissent encore la concurrence des travailleurs entre eux et qui donc favorisent, qui sont ce moteur du racisme et de la xénophobie, mais également la mise à l'index des minorités. Sous le gouvernement Macron, vous avez eu une série de lois, la loi Asile et Migration, la loi Migration d'ailleurs qui arrive encore, une deuxième loi sur l'immigration qui arrive qui revient à l'Assemblée nationale en ce moment, la loi Séparatisme qui a clairement ciblé les musulmans et l'islam comme une menace pour la société française. Donc la mise à l'index des minorités et des immigrés, et puis la disqualification absolue et permanente de la gauche. En tout cas, d'une gauche qui n'aurait pas renoncé à être de gauche. Aujourd'hui, la France insoumise, peu importe ce qu'on pense de la France insoumise, les reproches qu'on peut lui faire, elle fait l'objet, ces derniers mois et ces dernières années, d'une campagne permanente de disqualification dans les médias et de la part du personnel politique, on va dire, mainstream. On le voit encore très clairement pour l'instant avec ce qui se passe à Gaza. Voilà, c'est ça. Alors que les positions de la France insoumise se ramènent à demander
un cessez-le-feu pour l'essentiel et à rappeler la question du respect du droit international, de la solution à 2 États, etc., qui ne sont pas particulièrement des options radicales dans la situation, qui sont même d'ailleurs en fait les options par exemple du chef de l'ONU. Et on lui renvoie l'accusation d'antisémitisme. On leur renvoie l'accusation d'antisémitisme. Et donc voilà, il y a une disqualification de la gauche qui fait que, en quelque sorte, Macron et la Macronie veulent construire le champ politique de telle manière qu'ils ne se réduisent à l'opposition entre eux, une sorte de néolibéralisme progressiste, mais en fait qui ne l'est pas dans les faits, qu'il l'est en discours, vaguement, dans le discours de Macron au moment des élections, mais pour la pratique du pouvoir, ce néolibéralisme n'a rien de progressiste, y compris sur les questions du racisme, par exemple. Donc un champ politique serait réduit à l'opposition entre ça, un néolibéralisme vaguement progressiste ou faussement progressiste, et puis un néolibéralisme réactionnaire, raciste, qui serait celui de l'extrême droite. Et en évacuant totalement l'idée qu'il puisse y avoir une troisième force, une alternative. Et ce que ne pardonne d'ailleurs pas la Macronie à Mélenchon, c'est justement d'avoir cassé ce jeu au moment des dernières élections en parvenant à obtenir 22% au premier tour et en laminant, je dirais, les débris de la gauche François Hollande. C'est-à-dire en laminant ce qui restait de l'expérience de pouvoir qui précisément avait porté Macron au pouvoir en 2017. Donc l'enjeu pour eux, c'est d'éliminer du paysage politique cette gauche qui n'accepte pas le néolibéralisme, qui n'accepte pas ce qui se fait en ce moment à Gaza, par exemple, aussi, et de faire émerger, de restructurer le champ politique autour de cette opposition entre les néolibéraux progressistes ou faussement progressistes et les néolibéraux réactionnaires. C'est ce que vous appelez, si je ne me trompe pas, le gouvernement à l'extrême centre, mais qui a pour effet direct de faire monter l'extrême droite. Oui, enfin, l'un des moteurs de l'extrême droite, je ne l'ai pas dit pour l'instant, mais c'est tout à fait crucial, c'est pas simplement une forme de désespérance sociale, c'est le désespoir politique. Le fait qu'il me semble qu'il n'y ait pas d'alternative en quelque sorte émancipatrice pour l'ensemble, qu'il y ait le sentiment qu'il n'y a pas d'alternative, alors que sans doute il y en a une, ou sans doute il y en a plusieurs peut-être d'ailleurs, mais le sentiment massif dans les classes populaires en particulier que on a essayé pas mal de choses, que rien ne marche, alors pourquoi pas l'extrême droite ? Bon. Et le moteur de ça, c'est que quand la gauche, comme sous Hollande, gouverne à droite, évidemment que, d'une certaine manière, ça élimine totalement la gauche, puisque Hollande était censé être de gauche, ça élimine en quelque sorte la gauche des options possibles. La gauche a gouverné, qu'est-ce que ça a changé ? Rien, et au contraire, les choses ont empiré. Donc voilà, ça donne de la force à l'idée promue par l'extrême droite depuis très longtemps du ni droite ni gauche. Ils font tous pareil. Et c'est vrai que sur le plan économique et social, ils mènent les mêmes politiques. Entre Sarkozy dans les années 2000, Hollande dans les années 2010 et Macron aujourd'hui, il n'y a aucune différence sur le plan des politiques économiques et sociales qui sont menées. Donc c'est ça l'extrême centre. C'est ça l'extrême centre, effectivement. Peu importe les alternances électorales, ils mènent les mêmes politiques, au moins sur le plan économique et social. Après, il peut y avoir des différences sur d'autres plans. Et encore, si on prend par exemple les questions de migration, qui sont quand même pas une petite question à notre époque, il n'y a aucune espèce de différence entre Sarkozy, Hollande et Macron-Valls. C'est la même progression vers des politiques anti-migratoires, répressives, arbitraires, qui visent à l'empêchement en réalité des migrations et qui aboutissent à ce qu'on sait, c'est-à-dire la mort de milliers d'exilés en Méditerranée et au-delà. Cette progression des idées d'extrême droite en France dont on parle, avec, vous l'avez dit, une lourde responsabilité du gouvernement et du président, et puis de ceux qui les ont précédés, elle s'accompagne d'actes concrets aussi. Répression des manifestations, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, on l'a vu avec les mobilisations contre la réforme des retraites aussi, violence policière, criminalisation des mouvements sociaux. En résumé, est-ce qu'on peut appeler ça un durcissement autoritaire de l'État ? Oui, et pour vous dire, dans un livre avec l'historienne Ludivine Montigny, on est allé plus loin, on a parlé de fascisation. C'est pas pour dire que le régime de Macron est à proprement parler fasciste. Je pense qu'on n'y est pas, et on le saurait d'ailleurs si on y était. Les choses d'ailleurs seraient beaucoup plus difficiles pour les mouvements d'émancipation en France si on était dans un régime de type fasciste. Par contre, il est assez clair que si vous mettez bout à bout tout ce que vous venez d'évoquer, effectivement la répression des mouvements sociaux, pas seulement les Gilets jaunes, mais les mouvements syndicaux, les mouvements pour le climat, les mouvements antiracistes, etc.,
l'usage de procédés autoritaires, notamment au Parlement, visant en réalité à esquiver le débat parlementaire, tout ce qu'on appelle le 49.3 et quelques autres mécanismes de cette sorte. Vous mettez ça en place et vous ajoutez les lois qui visent spécifiquement les minorités et en particulier la minorité musulmane, et vous avez un cocktail absolument terrible qui a pu faire dire à Darmanin que Marine Le Pen était molle en quelque sorte par rapport à ce que faisait le gouvernement. Alors je pense que c'est en partie illusoire parce que l'extrême droite au pouvoir, sans doute, irait encore plus loin. Enfin, on peut imaginer qu'elle chercherait, par exemple, à satisfaire son électorat en allant encore plus loin contre les migrants et les migrantes, en allant encore plus loin contre les musulmans et les musulmanes, en allant encore plus loin peut-être dans la destruction du code du travail. Enfin bon. Oui, mais enfin, ça ouvre des portes aussi. Mais évidemment, les portes auront été ouvertes bien avant l'arrivée de l'extrême droite par cet extrême centre qui mène des politiques dont les effets sont tout à fait extrêmes pour les populations qui en sont l'objet. C'est pour ça que c'est important d'utiliser cette expression d'extrême centre. Parce que précisément le centre macroniste ou Renzi en Italie ou Clinton et Obama aux États-Unis se promènent en disant nous sommes l'incarnation de la raison, de la modération, de la démocratie, nous sommes le centre du jeu politique. Mais non. Ils n'ont rien de raisonnable, ils n'ont rien de modéré, ces gens. Les politiques qu'ils mènent ont des conséquences immédiates pour des millions de travailleurs et travailleuses en dégradant leurs conditions de vie, de travail, etc. Et par ailleurs, ont des conséquences immédiates. Quand la France et quasiment toutes les puissances européennes disent à Israël que Israël a leur soutien inconditionnel, de facto, il légitime une politique de nettoyage ethnique que l'État d'Israël est en train de mener à Gaza contre sa population. Alors, on ne va pas faire ici de l'anticipation de comptoir, mais quand même, comment est-ce que vous envisagez la suite en France ? Est-ce que tout ça augure, selon vous, d'une probable prochaine victoire du Rassemblement national dans un avenir électoral proche et de la possible installation d'un pouvoir fasciste en France ? Alors, c'est deux choses liées, mais un peu différentes. C'est-à-dire que la possibilité que Marine Le Pen parvienne au pouvoir en 2027 ou tout autre candidat plus tard, enfin Jordan Bardella a sans doute un avenir politique, malheureusement de mon point de vue, voilà, cette possibilité n'a effectivement, je le dis depuis assez longtemps, plus rien d'abstrait, et quand on regarde les sondages pour ce qu'ils valent, pour la première fois effectivement le FN est donné, ou l'extrême droite est donnée gagnante sur un deuxième tour. Bon. Après, la question de l'instauration d'un pouvoir fasciste est encore autre chose. C'est pas parce que l'extrême droite parvient au pouvoir qu'elle peut, ou d'une certaine manière qu'elle a besoin nécessairement de mettre en place un pouvoir de type fasciste. Je crois que si effectivement l'extrême droite était au pouvoir et que par ailleurs il y avait des formes de crise politique parce qu'il y avait des mouvements populaires d'ampleur, etc., ce qui par exemple n'est pas le cas actuellement en Italie, face à Meloni, je pense qu'effectivement, on pourrait glisser très rapidement vers un pouvoir de type fasciste. Ce qu'on a vu par exemple sous Trump, c'est que Trump aurait peut-être eu des velléités de mettre en place ce type de pouvoir, mais que, disons, il n'en a pas eu les moyens à ce stade. Bon, ça ne veut pas dire que s'il revient au pouvoir, parce qu'on n'en a pas terminé avec le Trumpisme, ni d'ailleurs avec le bolsonarisme au Brésil, mais ça ne veut pas dire que si ces gens retournent au pouvoir, ils n'adopteront pas des politiques qui permettront de lever certains obstacles, par exemple institutionnels, qui les ont, ou sociaux et politiques, qui les ont empêchés d'aller plus loin dans la mise en œuvre de leurs projets et de se maintenir au pouvoir plus longtemps que ce qu'ils ont pu. Donc voilà, enfin, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'y compris une victoire électorale de l'extrême droite ne veut pas dire qu'ils ont gagné définitivement et qui sont en capacité de mettre en œuvre l'intégralité de leur programme ou de leur projet et d'instaurer un régime de type fasciste. Il y a encore, d'une certaine manière, même dans ce cas, ce sont les luttes sociales et politiques, les luttes populaires qui trancheront. À votre avis, quelle est la part de responsabilité, vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure, mais la part de responsabilité que porte la gauche, selon vous, dans d'abord dans l'arrivée et puis dans la progression constante de l'extrême droite, et pas seulement en France. Je veux parler de la gauche social-démocrate, la gauche de gouvernement qui a été au pouvoir parfois pendant de longues périodes dans des pays européens. Quelle est votre analyse là-dessus, la part de responsabilité de la gauche? Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Eh bien, la gauche qui n'est pas de gauche a la responsabilité absolument maximale. Si on prend, alors le cas français est particulièrement frappant, si on prend les deux grands moments de progression électorale du Front National, eh bien ça correspond exactement à deux grandes expériences de pouvoir des socialistes. Le début des années 80, avec la promesse
de Mitterrand de changer la vie quand il a été élu en 81, qui a donné en 82-83 le tournant de la rigueur et la mise en place de politiques austéritaires, néolibérales, etc., eh bien ça correspond en 84 à le premier score électoral national important du Front National, et ensuite la progression jusqu'à 15% en 88 avec Jean-Marie Le Pen à l'élection présidentielle. La deuxième phase de progression, c'est les années 2010 sous Hollande. Et là, ce qu'on imaginait être le plafond de verre, autour de 15, 16, 17%, ce que n'avait jamais dépassé le Front National à aucune élection jusqu'aux années 2010, eh bien, explose sous le coup des politiques néfastes pour la majorité de la population, menées par François Hollande, qui avait promis de rompre avec le sarkozysme, et en fait, qui n'en a rien fait, et qui avait dit « mon ennemi, c'est la finance », etc. Ouais. Bon, évidemment, son premier ami, une fois parvenu au pouvoir, est devenu la finance. D'ailleurs, ce que un de ses ministres avait lui-même dit explicitement, Michel Sapin. Donc la responsabilité de cette gauche qui a renoncé à être de gauche, qui a renoncé à taxer les riches, qui a renoncé à taxer les grandes entreprises notamment, bon, voilà, pour ne prendre que cet exemple, eh bien, elle est maximale parce qu'elle a rempli de désespoir les classes populaires qui, à un moment, avaient pu croire que cette gauche pouvait leur apporter une amélioration, même modérée, de leurs conditions de vie et un espoir pour leurs enfants et leurs petits-enfants d'avoir une vie meilleure que la leur. Bon, voilà, donc on n'attend rien, d'une certaine manière, du point de vue des intérêts des classes populaires, il n'y a pas grand-chose à attendre de Sarkozy ou de la droite ou des droites au plan français ou international, mais quand la gauche, en quelque sorte, trahit ses idéaux et les espérances qu'elle a levées, même parfois assez modérément, comme Hollande, eh bien, la conséquence assez immédiate, et c'est vrai ailleurs qu'en France, c'est vrai au Brésil, de fait, Bolsonaro est arrivé sur un terrain qui avait été préparé par les désillusions, en réalité, de la politique menée par le Parti des travailleurs, pas tant dans les années 2000, plutôt que dans les années 2010, sous Dilma notamment, Dilma Rousseff, mais on pourrait dire ça de Trump. C'est aussi la frustration vis-à-vis de ce qu'a fait, ou de ce que n'a pas fait Barack Obama, quand il était au pouvoir pendant 8 ans, entre 2008 et 2016, qui a fait en partie le succès de Trump. Obama, il ne faut pas oublier, il est élu dans le cadre de la crise financière en disant on va changer les choses. Bon, rien n'a changé et en quelque sorte, 8 ans après, les choses sont presque pires. Donc Trump a réussi à parler à une petite partie de cet électorat démocrate des zones industrielles, même si de fait, en termes de voix, il n'avait pas gagné contre Clinton. Le système électoral états-unien fait que vous pouvez obtenir la présidence sans avoir le plus grand nombre de voix au plan national. 2 mots sur les électrices et les électeurs de l'extrême droite. Qui sont-ils? Qui sont-elles? Et qu'est-ce qui amène des gens à voter pour des formations d'extrême droite, à votre avis? Alors, c'est un électorat qui n'est pas homogène, c'est un conglomérat en réalité d'électorats divers et variés. Mais je dirais quand même que on dit souvent fâché, pas facho. Bon, fâché, ça c'est sûr, indéniablement. Facho, la question est qu'est-ce qu'on met derrière facho? Si on pense que c'est des militants fascistes, conscients d'eux-mêmes, etc., la plupart des électeurs du Front National ne veulent pas une dictature fasciste ou un régime fasciste, etc. Par contre, si on prend facho dans le sens un peu plus habituel du terme, c'est-à-dire un peu raciste, voire très raciste, etc., bon, indéniablement, si on regarde les enquêtes, que ce soit quantitatives ou de terrain, sur les électeurs ou électrices du Front National, indéniablement, le racisme y est pour quelque chose. Bon, vous aviez une enquête en 2014 qui montrait que 80% des électeurs du Front National se disaient eux-mêmes plutôt racistes ou un peu racistes, ce qui n'est pas rien. Donc, fâché, mais pas facho, non. Fâché et un peu facho, pour une bonne partie d'entre eux. Alors, il y a une petite partie sans doute de l'électorat du Front National qui, dans les enquêtes d'opinion, se positionne à gauche. Alors, il faudrait voir exactement ce qu'ils entendent par là. Ce qu'il faudrait dire également, il me semble, c'est que ce n'est pas un électorat, même si c'est un électorat pour parti populaire, pas intégralement, il y a des membres des classes moyennes et supérieures qui votent pour le Front National, là, il ne faut jamais l'oublier. Une partie des élites ont pu voter notamment par exemple pour Zemmour également. Zemmour a obtenu des bons scores dans certains quartiers bourgeois ou villes bourgeoises. Mais dans les classes populaires en tout cas, il ne faut pas s'imaginer que c'est un vote nécessairement social parce que c'est un vote des classes populaires. On peut très bien voter pour des raisons identitaires ou sécuritaires ou xénophobes.
dans les classes populaires, donc pas forcément pour des raisons sociales. Et quand on regarde l'électorat du FN dans les classes populaires, c'est plutôt un électorat en réalité qui est plus à droite sur les questions économiques et sociales, bien plus à droite que l'électorat par exemple populaire de Mélenchon. En réalité, l'électorat populaire de l'extrême droite, c'est l'électorat qui est le moins à gauche sur les questions économiques et sociales. C'est celui qui est le moins attaché au code du travail. C'est celui qui est le plus hostile en réalité au syndicalisme. C'est celui qui est le moins attaché au service public. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas attaché du tout au service public, mais qui... Et par ailleurs, c'est l'électorat des classes populaires, pour qui la question sociale, la question du pouvoir d'achat, la question du chômage n'est pas la première question. Pour qui la première question, c'est l'immigration, c'est l'insécurité, etc. Dont les préoccupations sont tournées vers ça, excusez-moi. Voilà, donc après, on ne peut pas faire un portrait robot parce que l'électorat, c'est un électorat, comme tous les électorats de masse, c'est un électorat extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, il y a presque autant de femmes que d'hommes qui votent pour le Rassemblement national. Vous avez des membres de toutes les classes sociales qui votent pour le Front national, avec malgré tout un fort électorat, je dirais, dans les classes populaires, rurales ou semi-rurales ou des petites villes blanches. Oui, c'est ça, où l'immigration n'est pas spécialement présente, par ailleurs. Par ailleurs, oui, voilà. Mais qui voient l'immigration comme une menace pour la nation, mais aussi pour l'emploi, pour les comptes sociaux, les comptes de l'État social, etc. Tout ça, si vous voulez, étant structuré par des décennies de discours pointant du doigt les immigrés, et un discours qui n'a pas été porté uniquement par l'extrême droite, qui a été porté par la droite, mais aussi par une partie de la gauche. Mitterrand, Rocard ont pu tenir des discours xénophobes sur Mitterrand, par exemple, en disant dans les années 80, fin des années 80, en matière de migration, le seuil de tolérance a été atteint, il faut s'arrêter là. Bon, ou à un certain moment, le Parti communiste français qui a tenu, alors ils ont rompu ensuite avec cette rhétorique, mais ils ont dit il faut produire français avec des Français. Enfin, toute cette rhétorique a joué dans le sens de faciliter en quelque sorte la progression des idées xénophobes et la création d'une sorte de consensus anti-migrant, anti-migratoire dans la politique française. Qu'est-ce qu'on peut dire aux électrices et aux électeurs des partis d'extrême droite pour leur démontrer qu'en fait ils se tirent une balle dans le pied et qu'ils votent contre eux-mêmes en réalité? Ça, c'est pour les électeurs populaires de l'extrême droite, parce que pour les classes possédantes qui votent pour l'extrême droite, on peut se dire qu'elles y ont un intérêt. Les capitalistes ou les gens qui dépendent du capitalisme fossile, par exemple aux États-Unis, et qui votent pour Trump, c'est dans leur intérêt de voter pour Trump. Voilà. Pour ce qui est des électeurs ouvriers, populaires, ou des classes populaires qui peuvent voter pour l'extrême droite, il y a plusieurs choses. Il y a l'argument que si vous regardez véritablement leur programme, il n'y a rien qui améliorerait de manière immédiate les conditions de vie d'existence des classes populaires. Votre situation ne changera en rien si l'extrême droite est au pouvoir. Par contre, la situation d'autres gens proches de vous, en réalité, vos voisins de palier peut-être, vos collègues, elle pourra éventuellement, s'ils sont immigrés, s'ils sont membres de l'Union, elle pourra être moins bonne. Alors, est-ce que ça rendra la vôtre meilleure ? Pas sûr. Deuxièmement, quand elles sont au pouvoir, les extrêmes droites, et on peut regarder ce qu'elles font au niveau international, elles n'améliorent pas le sort des classes populaires, loin de là. Prenons le modèle des extrêmes droites au plan mondial, et notamment de Marine Le Pen, qui est Orban. Orban, c'est sans doute l'État le moins social d'Europe. La durée d'indemnisation et chômage la plus faible, le droit de grève qui n'existe quasiment pas, un marché du travail extrêmement flexible, donc qui crée beaucoup de précarité. La sécurité sociale. La sécurité sociale, voilà. L'impôt sur les bénéfices d'entreprise qui est le plus bas d'Europe. Donc ce n'est pas du tout un État social favorable aux classes populaires. Bon, voilà. Et ça, c'est le modèle des extrêmes droites au plan mondial, ou un des modèles des extrêmes droites au plan mondial. Et puis, dernière chose, c'est que dernier argument, les moments où les classes populaires ont été capables de se faire entendre et d'imposer en quelque sorte la satisfaction d'une partie au moins de leurs intérêts, c'est les moments où elles s'étaient unies et mobilisées. L'extrême droite, c'est typiquement une force qui a pour fonction de briser l'unité possible des classes populaires, de la diviser fondamentalement. Alors, il y a des divisions, de fait, dans les classes populaires, qui sont des divisions entre ceux qui sont précaires et ceux qui sont stables, entre ceux qui subissent des discriminations et ceux qui n'en subissent pas, entre les hommes et les femmes, et ça. Donc, il y a des divisions. Mais politiquement, ce que fait l'extrême droite, c'est qu'elle crée une division, en quelque sorte, infranchissable entre des segments
des classes populaires, entre ceux notamment, entre les classes populaires immigrées ou issues de l'immigration et puis les classes populaires blanches en particulier. Et ça, en quelque sorte, ça interdit toute transformation sociale d'ampleur en faveur des classes populaires. Tant que les classes populaires seront divisées sur cette ligne-là, la ligne de couleur, la ligne raciale, pour faire vite, elles seront impuissantes sur le plan politique, elles seront incapables, ces classes populaires, d'imposer leur intérêt. L'extrême droite, ennemie aussi, vous le dites dans votre livre, ennemie mortelle des femmes. Oui, au plan mondial, c'est très net. Alors, Marine Le Pen a une rhétorique assez habile pour essayer de séduire les femmes, parce qu'elle avait bien compris qu'un des déficits en termes électoraux du Front National, c'était son manque de vote du côté des femmes. Mais au plan mondial, c'est tout à fait évident que les forces contre l'avortement, on le voit notamment aux États-Unis ou au Brésil, ou ailleurs, que les forces qui sont les plus hostiles aux droits des femmes, qui sont les plus hostiles au mouvement féministe, au mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes, etc., ce sont les forces d'extrême droite. C'est la pointe avancée, l'avant-garde des mouvements antiféministes et masculinistes. Quel regard portez-vous sur la situation en Belgique, avec une extrême droite qui est devenue dominante en Flandre, mais qui n'existe à peu près pas dans la partie francophone du pays ? Alors, je ne suis pas du tout spécialiste, mais c'est vrai que c'est assez frappant. Ce que j'y vois, c'est à la fois... Alors, il y a sans doute plusieurs éléments. De ce que je comprends, les forces d'extrême droite en Wallonie n'ont jamais été suffisamment habiles ou n'ont jamais trouvé, en quelque sorte, la bonne formule et peut-être les bons porte-parole pour réussir à obtenir l'audience, trouver l'oreille de millions de personnes en Wallonie. Mais je dirais qu'il y a sans doute d'autres éléments qui tiennent à la force du mouvement syndical ou la force persistante du mouvement syndical en Wallonie, qui est bien plus fort sans doute qu'en France, et de la société civile plus largement. Et le fait qu'il y ait, par exemple, eu le maintien d'un certain cordon sanitaire dans les médias wallons n'est sans doute pas pour rien dans le fait que la parole d'extrême droite ne s'est pas banalisée et que, sans doute, ça a ralenti considérablement la pénétration des idées d'extrême droite dans le corps social. Alors, c'est très certainement pas la seule raison. Il y en a sans doute d'autres, ou les seules raisons. Mais il me semble que là, on tient sans doute trois des raisons. À la fois l'organisation collective, les solidarités syndicales, etc. Ce qui se joue du côté de la société civile et cette forme de cordon sanitaire. Et puis, ce qui se joue à l'extrême droite, où parfois, ils ne trouvent pas, en quelque sorte, la bonne formule pour percer. En France, le moins qu'on puisse dire est que ce cordon sanitaire n'existe pas. Les idées et discours d'extrême droite se répandent tout à fait tranquillement dans les médias. C'est assez flagrant pour l'instant. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à une fascisation en France du paysage médiatique ? Alors, oui, je dirais, au double sens où il y a l'émergence de médias d'extrême droite ou d'un empire médiatique d'extrême droite, donc possédé notamment par Bolloré, que vous avez par ailleurs toute une série de médias qui ne sont pas groupusculaires, qui ne sont pas totalement marginaux, y compris en dehors de cet empire et qui relèvent très clairement de l'extrême droite, parfois la plus radicale, et qui ont une audience notamment sur Internet. Et puis vous avez effectivement la banalisation sur les chaînes mainstream de la présence de l'extrême droite, si bien que vous pouvez avoir un dimanche où toutes les interviews politiques, ça va être des dirigeants d'extrême droite. C'est assez sidérant, c'est-à-dire que même il y a 10 ans, il n'y a pas très longtemps, c'était relativement rare d'avoir un dirigeant d'extrême droite à la télé ou dans une radio de grande écoute. Marine Le Pen, à l'époque un peu Philippot, Marion Maréchal quand elle a été élue députée. Voilà. Maintenant, c'est quotidien. Et maintenant, vous avez quotidiennement effectivement des représentants de l'extrême droite, y compris d'une extrême droite qui n'est pas dans les institutions, qui est Reconquête. Et on peut si vous voulez, là, il y a vraiment une responsabilité très très forte des médias, parce que pourquoi inviter Zemmour, plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale et religieuse. Pourquoi inviter Marion Maréchal alors qu'ils n'ont pas de mandats électoraux et qu'ils ne représentent, ils n'ont pas eu des grands succès électoraux aux dernières élections. Enfin, c'est pas négligeable le vote Zemmour à la présidentielle, mais ça ne justifie sans doute pas l'audience qui leur est donnée, alors même qu'ils n'ont pas de députés à l'Assemblée nationale. Donc là, on voit le rôle en quelque sorte de prescription que jouent les médias en donnant de l'audience à des idées particulièrement qui vont vraiment dans la surenchère raciste du côté notamment de Zemmour. Deux mots, Ugo Paletta, sur la manière dont l'extrême droite tente de récupérer aujourd'hui la question de l'urgence écologique
et donc sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'écofascisme. Alors, il y a plusieurs choses. C'est que malgré tout, dans l'extrême droite mondiale, ce qui reste dominant, c'est plutôt le carbofascisme, c'est-à-dire le soutien mordicus aux industries fossiles. On le retrouve chez Trump, Bolsonaro, et le climato-négationnisme. Maquillé en climato-scepticisme, même qui est un climato-négationniste. Javier Milei, par exemple, qui vient d'être élu en Argentine, mais Bolsonaro et certains de ses ministres disaient que le changement climatique, c'était un complot marxiste, une sorte de théorie des gauchistes pour nous empêcher de vivre comme on a envie de vivre, c'est-à-dire avec des grosses bagnoles, de continuer à produire avec des grandes industries, etc. Bon, d'une certaine manière, en connectant la question écologique à des questions de civilisation. Notre civilisation occidentale est supérieure, notamment du fait de sa capacité productive, etc. Et donc, les écolos sont aussi en quelque sorte des éléments contre notre civilisation, contre notre nation. Il y avait beaucoup ça, d'une certaine manière, chez Trump, dans l'imaginaire du Trumpisme. Donc ça, c'est dominant dans l'extrême droite au plan mondial. Après, naissent de manière plus marginale des courants écofascistes, effectivement, qui revendiquent davantage une prise au sérieux de la question environnementale et qui ne sont pas climato-négationnistes pour elles. Et par ailleurs, vous avez dans des forces comme le Rassemblement national la tentative d'imprégner le discours traditionnel de certaines mesures vaguement écologiques ou de tout un discours qui peut être assimilable en quelque sorte dans le logiciel de l'extrême droite, qui est par exemple les circuits courts. Bon. Mais en même temps, les circuits courts, ce n'est pas forcément nationaliste. Si vous êtes à Lille, le circuit court, c'est peut-être de travailler avec la Belgique. Si vous êtes dans les Pyrénées, c'est peut-être de travailler avec l'Espagne. Si vous êtes dans les Alpes, de travailler avec l'Italie. Donc l'espace national n'est pas forcément le plus pertinent, justement, quand vous raisonnez en termes de circuit court, ce qui va clairement à l'encontre, en réalité, de la rhétorique nationaliste de la plupart de ces mouvements. Alors, je reviens à votre livre, La Nouvelle Internationale fasciste, dans lequel vous écrivez que votre but, en mettant en lumière ces dangers du fascisme, de l'extrême droite, votre but, ce n'est pas de faire peur, c'est d'expliquer pour conscientiser et inciter à agir, à résister. Oui, il y a deux choses. Je dirais, il y a le fait de lancer l'alerte. Prenons au sérieux ce danger. C'est déjà un cauchemar, en quelque sorte, d'avoir à faire face dans les années, dans les décennies à venir, et dès maintenant, en quelque sorte, au basculement climatique. Mais il y a pire. Il y a basculement climatique plus fascisme ou néofascisme. Bon, si on a à faire face à ça, on est dans une sacrée panade. Bon, donc, lançons l'alerte. Réfléchissons collectivement le plus largement possible sur comment affronter ce danger-là. Et puis, l'autre but, effectivement, des livres que j'ai faits ces dernières années, c'est donner des instruments de compréhension à la fois des idéologies d'extrême droite, de l'histoire des mouvements d'extrême droite, de décryptage des tactiques et des stratégies d'extrême droite pour se dissimuler ou pour banaliser sa parole, pour faire dissimuler sa dangerosité. Bon. Voilà, donc des instruments de compréhension de ces forces qui représentent de facto en quelque sorte une alternative, non pas pour les classes populaires, mais pour les classes possédantes. Ce que se proposent d'être les extrêmes droites, c'est dans un système qui est en crise, système économique, qui connaît toute une série de formes de déstabilisation, c'est de proposer en quelque sorte de restabiliser de manière extrêmement autoritaire et raciste, et patriarcale, de restabiliser le système. Et donc, c'est en réalité la seule alternative que constituent les extrêmes droites, c'est une alternative pour les classes possédantes. En termes de perspective encore, et puis de résistance aussi, qu'est-ce qu'on fait ? Quelle attitude adopter depuis une perspective de gauche pour affronter le fascisme ? Comment est-ce qu'on peut lui couper l'herbe sous le pied ? Première chose déjà, c'est ne pas surestimer leurs forces. J'ai dit qu'il faut lancer l'alerte, il y a un danger. Ça, c'est ne pas sous-estimer, mais ne pas surestimer. Par exemple, l'extrême droite a des faiblesses. Si je prends la France, mais la plupart des pays d'Europe, l'extrême droite est, pas tous, mais est assez incapable, en général, en tout cas c'est le cas en France, d'organiser des mouvements de masse. La gauche sociale et politique est, de ce point de vue, beaucoup plus puissante. Elle est beaucoup plus puissante, même encore aujourd'hui, dans la société civile, pour trouver des relais, notamment, par exemple, dans le monde intellectuel. Donc, il y a des terrains sur lesquels l'extrême droite est en réalité aujourd'hui très faible. Elle cherche à investir l'écologie, elle est très faible là-dessus, en réalité. Bon, voilà, donc il y a toute une série de choses où il ne faut pas les surestimer, et il faut commencer par là. Après, il y a un travail pour, en quelque sorte, je dirais, restaurer la capacité du mouvement ouvrier, du mouvement social, de la gauche sociale et politique au sens vraiment large, de restaurer sa capacité, Gramsci aurait dit, hégémonique, sa capacité à dominer culturellement en quelque sorte, c'est-à-dire à imposer dans le débat public ses idées, à imposer sa manière de penser, à imposer au sens
faire entendre et faire comprendre et faire en sorte que on pense que les visions que l'on propose, les idées que l'on propose sont en quelque sorte l'avenir du monde. Bon, c'est ça que la gauche a perdu. Il y a eu toute une période, peut-être pendant un siècle, entre la moitié du 19e siècle et les années 70-80, où pour des fractions entières des classes populaires, on pensait que l'avenir du monde, c'était le socialisme, le communisme, etc. En tout cas, une alternative progressiste, égalitaire au capitalisme. Bon, de fait, il faut bien reconnaître que ce n'est plus le cas. Donc c'est ça, en quelque sorte, fondamentalement, qu'il faut restaurer. L'espoir, l'alternative et l'organisation collective. Ne pas se complaire dans le désespoir face au succès que peuvent avoir parfois momentanément les extrêmes droites, mais s'organiser collectivement, organiser la riposte sur tous les plans culturels, ce qu'on fait là d'une certaine manière et ce que vous faites à travers ces émissions, mais aussi à travers l'éducation populaire, etc. Mais aussi l'organisation collective sur les lieux de travail, le syndicat est fondamental, par exemple, et sur le plan politique également, où il faut trouver les voies pour que, en quelque sorte, la gauche soit en capacité non pas simplement de capter la colère, parce que la colère est là, mais de la diriger dans un sens émancipateur, égalitaire, de justice sociale. Vous évoquez le syndicat, les mouvements syndicaux, les mouvements sociaux. Quelle stratégie, selon vous, les syndicats devraient-ils développer contre l'extrême droite? Est-ce qu'ils en font assez, à vos yeux? Ça dépend des pays. Je ne sais pas si ce que je pourrais dire sur la France vaut pour la Belgique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le mouvement syndical a un rôle crucial à jouer parce que le mouvement syndical, même là où il est affaibli, reste l'organisation collective la plus massive dans les classes populaires. Même en France, où la CGT a perdu, par exemple, pour ne prendre que ce syndicat, a perdu pas mal de sa puissance d'antan, d'autrefois, elle reste avec 600 ou 700 000 militants, et bien une des seules organisations, avec d'autres, Solidaire, la FSU, etc., elle reste une des seules organisations en capacité d'être présente, par exemple, sur tous les territoires, y compris dans des petites villes. Bon, y compris dans des secteurs où il n'y a pas beaucoup d'organisations collectives des salariés entre eux. Bon. Donc, elles ont un rôle fondamental et un rôle qui doit être d'éducation politique, d'éducation populaire, de lutte, évidemment, parce que fondamentalement, une des choses qui est au cœur de la représentation fasciste, c'est l'idée que de toute façon, on ne pourra rien obtenir qui vaudra pour tous. Il faut en quelque sorte, qu'il y ait un pouvoir qui nous réserve à nous, les vrais Français, les Français de souche, qui nous réserve un bon traitement, être pas trop maltraités. Et pour ça, il faut sans doute qu'ils s'en prennent aux autres. Les autres, ceux qui ont moins de droits en quelque sorte sur la nation parce qu'ils sont arrivés plus tard ou parce qu'ils ne sont pas des vrais nationaux, parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur ou la bonne religion. Bon, donc réussir à organiser des luttes qui transcendent les frontières religieuses, les frontières raciales, les frontières ethniques, etc., c'est un des rôles fondamentaux du syndicat. Et quand il accomplit ce rôle, il fait régresser, il combat dans la pratique l'extrême droite. Pour conclure, une dernière question, Ugo Paletta. Devant cette possibilité du fascisme que vous évoquez dans vos derniers livres et dans plusieurs articles, vous invoquez la nécessité de l'antifascisme. Alors, question ouverte, pourquoi ? Ça veut dire quoi, la nécessité de l'antifascisme ? J'ajoute à cette question, vous dites aussi dans la Nouvelle Internationale fasciste que le temps presse. En conclusion de votre livre, vous dites ça, que le temps presse et que des ruptures politiques sont nécessaires rapidement. Pourquoi ? On le voit tous les jours. La victoire, il y a quelques jours, de Javier Milei en Argentine est encore un des symptômes morbides de cette époque dans laquelle on vit. C'est un peu une image d'Épinal, mais je crois qu'elle est malgré tout juste. Il y a une course de vitesse face à un système capitaliste, il faut bien le nommer, qui est en crise sur tous les plans, environnemental, social, y compris économique en réalité. Ce n'est pas un système qui est en très bonne santé, même de ses propres critères d'accumulation, de profit, etc., sauf pour une petite partie des très grandes entreprises qui vont très bien. Et bien, face à ce système en crise, il y a une course de vitesse entre des forces qui cherchent à capter la colère qui monte, qui progresse, et la capter dans des sens radicalement différents. Il y a des forces, on l'a dit dans cette émission, qui visent à la capter, à diriger cette colère contre les minorités, contre les immigrés, contre les droits, y compris démocratiques, acquis par des luttes populaires. Et puis, il y a des forces qui visent, au contraire, à approfondir la démocratie, à approfondir les acquis, les conquêtes populaires, sociales, politiques, et qui visent à aller plus loin, à essayer de bâtir une société égalitaire, de justice, de liberté également. Donc là,
Évidemment, si les combats ne sont pas menés actuellement, les combats qui sont à la fois culturels, politiques, sociaux, syndicaux, etc., ne sont pas menés, on va effectivement au-devant d'une très grave défaite, de défaite de type, je dirais, stratégique, c'est-à-dire dont la gauche risque non pas de jamais se remettre, mais de mettre énormément de temps à se remettre. La défaite, on a parlé du Chili il y a 50 ans, la défaite du pouvoir d'aliéné a fait que pendant des décennies, en quelque sorte, les capacités du peuple chilien à résister et à imposer la satisfaction de ses intérêts fondamentaux, eh bien, a été très diminuée, du fait de la dictature, etc. Donc voilà, il y a des batailles à mener, elles sont très urgentes, et si on ne mène pas ces batailles, on va au-devant de terribles régressions qui vont se coupler par ailleurs à ce qu'on sait, c'est-à-dire notamment le basculement climatique. Merci beaucoup, Ugo Paletta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, La Nouvelle Internationale Fasciste. C'est aux éditions Textuelles. Merci beaucoup. Merci. Dalle belle città da te nemico, fuggimmo di su per le aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suol tradito. Lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, temprammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenire. Siamo i ribelli